nous avons, on va dire, un quart d'heure pour les questions. Je vous demande donc, je pense que ça va susciter beaucoup de questions, donc soyez très concis dans vos questions. Ne racontez pas votre vie, hein. Posez les questions aux experts. Bonjour, merci. J'ai une question à Monsieur Nominé. Qu'appelez-vous des matériaux de haute entropie ? Alors, les matériaux de haute entropie sont des matériaux où on va réussir dans une seule phase cristallographique, donc dans un seul arrangement de matériaux, à mélanger au moins 5 éléments dans une concentration d'au moins 5%. Et donc le corollaire de cela, c'est qu'on va avoir finalement un ordre cristallin, c'est-à-dire que dans les matériaux comme dans le fer, comme dans l'aluminium, on va savoir où se trouve plus ou moins le voisin, l'atome voisin, d'accord, comme dans un matériau par exemple cubique, mais on ne sait pas qui est le voisin. Donc il y a à la fois en fait un effet de... Il y a une dualité qui est assez rare dans les matériaux, c'est-à-dire de connaître l'ordre cristallin, mais d'avoir aucune idée sur l'ordre chimique. Et donc, ça a des impacts à découvrir sur les propriétés. Bonjour. De même qu'on parle du peak oil, à partir de quel moment on extraira l'aluminium pour avoir le gallium ? J'ai pas entendu la question. L'extraction... On parle du peak oil, par exemple, enfin, c'est une analogie que je fais. À partir de quel moment on extraira l'aluminium pour avoir le gallium ? Les prévisions à 2050 montrent qu'en fait, on va tellement demander d'aluminium que le recyclage ne pourra pas en fait répondre à tous les problèmes. Ça, c'est un point aussi important. Donc, on va continuer à extraire de l'aluminium et donc on continuera à avoir du gallium, en fait. Par contre, le niveau de production, encore une fois, il ne sera pas aligné sur la demande. Ce ne sera pas binaire, c'est-à-dire que on ne pourra pas dire on n'aura plus du tout de gallium. Par contre, on en aura peut-être moins. L'offre sera peut-être plus faible que les besoins. Donc, il y aura des gens pour qui ce sera une pénurie. Elle ne sera pas globale, je pense, sur ce domaine-là. Sur le diagramme carré où vous montez la criticité de chaque matériau, quel poids vous avez donné à chaque critère pour établir cette position des différents matériaux dans ce carré ? Parce que le poids n'est pas le même, le poids géopolitique, le poids rare, etc., etc. Comment vous avez fait et quels sont les critères que vous avez choisis ? Quel poids vous avez donné à chacun de ces critères ? Alors, je ne vais absolument pas pouvoir vous répondre. C'est tout le travail que peut mener le BRGM, justement. On s'appuie sur les experts de ce sujet-là pour nous aider à établir cette matrice. L'État est demandeur, prescripteur de la commande et les scientifiques viennent nous apporter leur expertise. Oui. Nous aurons le BRGM cet après-midi, hein, donc avec M. Dugue. Peut-être que vous pourrez lui poser la question. Oui, bonjour, merci pour ces belles présentations. J'avais une question sur les nodules métalliques qui sont dans les océans. Donc la France a une grande surface océanique et je voulais savoir si la France les exploitait, comptait les exploiter et quel type de matériaux on pouvait récupérer pour notre indépendance énergétique. Enfin, l'indépendance minérale. Très bonne question. Le président a déclaré hier que la France appelait à ce qu'il n'y ait pas d'exploitation des grands fonds marins. Donc, c'est ce qui se situe au-delà de 4000 mètres de profondeur. Aujourd'hui, dans l'état actuel de nos connaissances, donc on a identifié des encroûtements cobaltifères, on a identifié des nodules polymétalliques au niveau des dorsales océaniques, donc on est à très grande profondeur. On a, dans le cadre d'un sous-encadrement international, donc l'autorité des grands fonds marins, qui vient donner octroi des permis d'exploration aujourd'hui aux États. Donc c'est les États qui sont dépositaires de ces permis. La France dispose de permis d'exploration au niveau notamment de la dorsale Clarion-Clipperton. Et à l'heure actuelle, on n'est pas capable de caractériser s'il y a véritablement... On caractérise une ressource, la présence d'une ressource potentielle, mais de là à ce qu'il y ait un gisement et que ce gisement soit exploitable, nous en sommes encore très loin. Mais on voit quand même qu'il y a un engouement
de par le fait que aujourd'hui la disponibilité minière des gisements se réduit, à se tourner vers cette nouvelle frontière, voire même certains, si on regarde beaucoup plus loin, mais je pense que je ne serai plus là pour le voir, se poser la question d'aller miner sur la Lune. Bonjour, j'aurais une question en lien avec ce que vous avez signalé sur l'aspect réversible des réactions, et à condition de disposer d'énergie. J'ai en tête, mais je me trompe peut-être, que concernant la fabrication de l'hydrogène, sachant que l'hydrogène est vraiment très intéressant puisqu'il n'y a pas de résidus polluants, pourquoi à aucun moment n'a été évoqué des phénomènes, évidemment il faut que ça soit dans l'état liquide, mais des phénomènes d'osmose qui semblent peu gourmands en énergie? Alors, je ne suis pas spécialiste dans le domaine de l'hydrogène, comme j'ai dit, moi je suis plutôt d'une culture physique à la base que chimie, mais ce qui reste, on va dire, une réalité, c'est que ça coûte de l'énergie. L'eau, c'est la molécule stable de l'oxygène et de l'hydrogène. Donc elle est dans son état d'énergie le plus stable. Le faire monter l'hydrogène et l'oxygène se trouve au-dessus en énergie. Donc il y aura un coût énergétique. Ça c'est nécessaire. On le paye, on peut le payer en utilisant de l'énergie non renouvelable et puis ou de l'énergie fossile et puis on n'a rien gagné. Ou on peut utiliser des énergies renouvelables pour cette électricité-là. Mais je vous rejoins en disant, effectivement, faut rendre cette facture énergétique la plus basse. Il y a deux niveaux théoriques qui se trouvent à certains niveaux. Il y a une barrière énergétique à passer, il faut essayer de la réduire. Et ça, c'est les sujets de recherche actuels. Donc, je ne suis pas compétent dans les thématiques que vous avez citées, mais j'imagine qu'elles rentrent dans cette logique-là. Oui, donc j'ai une question là au balcon. Dans les prévisions que vous avez faites, quelle est la prise en compte de l'incertitude sur la durée de vie des dispositifs et du taux de recyclage? C'est des choses qui sont prises en compte? Alors, quand on fait ces matrices, donc aujourd'hui sur certains métaux, c'est très simple, le taux de recyclage est inférieur à 1%, donc terres rares, aujourd'hui il n'y a pas de recyclage, on est seulement en train de réfléchir à développer des process qui nous permettent déjà d'assurer la collecte, parce que le premier enjeu sur ces métaux-là, c'est d'être en capacité de massifier le gisement. On voit, si on prend le cas des aimants permanents, ils sont partout, dans nos smartphones. Le vibreur, c'est un aimant permanent. Ils seront demain un peu plus présents dans les véhicules. Donc comment fait-on pour déjà collecter ces gisements-là, les massifier, et ensuite, une fois qu'on aura la massification, c'est mettre en place le process. La mise en place du process n'est pas ce qui est le plus compliqué, puisque dès lors que l'on sait et est en capacité de produire le métal, c'est ni plus ni moins le même process avec une efficacité encore plus élevée, puisqu'on a concentré déjà les substances que l'on souhaite. Donc le poids du recyclage aujourd'hui sur ces métaux-là, on considère que pour l'instant ils sont perdus. Puisqu'ils sont, hormis le plomb, le cuivre, qui se recyclent très bien et pour lequel on n'a pas de difficultés, mais ils ne sont pas dans la matrice de criticité. Même les ferrailles, aujourd'hui, on a un taux de recyclage qui atteint presque 100%. Bonjour. Pour Monsieur Bonjour, excusez-moi. Donc moi j'ai une question. Pour Monsieur Gaillot, il y a pas mal eu de mines qui ont fermé en France entre 1990 et 2000, et il y a plusieurs permis exclusifs de recherche qui ont été accordés pour des nouveaux gisements. Est-ce que ces PER ont un avenir prochain? Aujourd'hui, c'est l'annonce qui a été faite par un grand opérateur minier, c'est Imerys, qui a obtenu il y a quelques années de ça, il y a 7 ans, un permis exclusif de recherche pour du lithium, donc dans le Massif central.
Il vient récemment communiquer comme quoi il a véritablement caractérisé un gisement et qu'il entend le développer. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde minier, le temps est très long. J'ai tendance à dire que c'est un processus intergénérationnel. Comme vous le soulignez, on a fermé la quasi-totalité de nos mines entre les années 90 et 2000. Aujourd'hui, pour ouvrir une mine, c'est minimum 15 ans. 15 ans de recherche. Si on rajoute en plus le temps de construction des installations minières et des installations de transformation, parce que ce n'est pas le tout de faire le trou, c'est surtout d'avoir derrière la capacité industrielle à faire les séparations métallurgiques, que ce soit sous forme chimique ou sous forme, on va dire, chaude, pyrométallurgie, il faut minimum 20 ans. Donc aujourd'hui, les permis que l'on octroie en France pour faire de la recherche minière, au mieux, ils verront le jour si il y a déjà une connaissance assez accrue du sous-sol dans 10 ans, mais c'est plutôt dans 20 ans. Le temps tourne malheureusement, donc vous pourrez discuter dans les couloirs. Une dernière question avant de passer à la table ronde industrielle. Oui, bonjour. Donc juste une petite question. Déjà merci pour vos interventions et dans les sources d'énergie possibles, vous avez omis de parler de la piézoélectricité. Alors est-ce que c'est volontaire et est-ce que vous pourriez, si ça ne vous dérange pas pour mes élèves, expliquer ce que c'est que la piézoélectricité? Merci. Oui, alors l'effet piézoélectrique, c'est l'effet qui consiste à transformer un effort mécanique en une tension avec un courant dit de déplacement. Donc il n'y a pas de déplacement de charge libre d'électrons comme on peut avoir par exemple en sortie d'une batterie ou en sortie d'une jonction PN dans une cellule photovoltaïque. Donc c'est pas vraiment, je dirais, une source d'énergie. On va pas faire du kilowattheure ou du mégawattheure avec un piezo. En revanche, c'est très utile plutôt pour capter, parce que dès qu'on peut transformer, on va dire, n'importe quel stimuli mécanique, optique ou ce qu'on veut en un signal électrique, eh bien on peut le mettre on va dire, l'utiliser de manière fonctionnelle pour un téléphone ou un capteur, etc. Mais je sais, j'ai vu un article, j'ai une fois été à une conférence où quelqu'un proposait d'utiliser les piézos, de les mettre sur la mer et de capter le léger mouvement des vagues. Oui, enfin, sur le papier, je vois l'intérêt. Maintenant, à quel coût, encore une fois, comment on dépose sur des kilomètres carrés de mer, quel coût en matériaux, hein, les piézoélectriques, aujourd'hui, un des plus utilisés, c'est plomb, zirconium, titane. On a titanate de barium, donc il y a aussi des matériaux critiques derrière ça. Titre personnel, j'ai quelques réserves vis-à-vis de cette source d'énergie-là. Plutôt utilisée pour des capteurs sur de la niche, mais pas sur du massif. C'est mon point de vue personnel. Écoutez, malheureusement, nous sommes obligés de clore le débat, mais je pense qu'il se poursuivra lorsque nous ne serons pas tous rassemblés. Vous allez pouvoir poser vos questions directement ensuite. Je vous remercie encore pour ces deux brillants exposés.